le journal. Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Visite en Guinée du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Abdoulaye Diop, à la tête d'une forte délégation, a rencontré les plus hautes autorités guinéennes. La visite entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Les évêques réfléchissent sur la vie de l'Église au Mali. C'est à la faveur de la troisième session de l'année pastorale de la conférence épiscopale du Mali dont les travaux ont débuté hier. On voit de plus en plus les jeunes filles voilées. Qu'est-ce qui explique le phénomène? Focus dans ce journal sur le port du voile. La chronique du développement parle aujourd'hui de la campagne agricole 2022 dont le coût s'élève à 456 milliards de francs CFA. Et puis dans la page des sports, il sera question de football masculin et féminin, notamment les championnats, mais aussi le basketball. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Une délégation conduite par le ministre malien des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, est en Guinée. C'est une visite de travail et de coopération. Elle s'effectue dans un contexte régional marqué par les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, composé des ministres de l'économie et des finances, celle en charge des transports, le directeur des cabinets du président de la transition et les représentants du secteur privé. La délégation a été accueillie à son arrivée à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par le ministre secrétaire général, porte-parole du gouvernement. Après les travaux techniques dans la matinée, la délégation malienne a été reçue en audience par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, au palais Mohamed V. Le ministre Diop est au micro de nos envoyés spéciaux en Guinée, Garibou Pérou et Tchédje Camara. Le président nous a dépêché cette fois-ci auprès de son frère pour pouvoir ensemble évaluer les efforts qui sont en cours, pour pouvoir renforcer le corridor de Conakry qui aujourd'hui se présente en tout cas comme un point extrêmement important. Le président l'a rappelé, la Guinée est désormais le port du Mali. C'est vraiment l'accès du Mali à la mer et que la Guinée est ouverte pour pouvoir accorder toutes les facilités nécessaires au Mali. Et nous travaillons ensemble pour pouvoir renforcer le corridor de Conakry. Et nous travaillons désormais dans la durée parce que les facilités et les avantages qui sont donnés au Mali ici, nous comptons les exploiter maintenant dans le long terme en essayant de privilégier aussi un certain nombre de projets structurants aussi. Donc les échanges ont porté, en plus des mesures de renforcement de ce corridor, sur la question spécifique qui est marquée par les préoccupations par rapport à l'approvisionnement régulier du Mali en produits pétroliers, en hydrocarbures. Vous savez que dans la situation mondiale qui est créée suite au conflit entre l'Ukraine et la Russie, ceci a créé des difficultés par rapport à l'approvisionnement de tous les pays, notamment des pays enclavés comme le Mali. C'est pourquoi le président a souhaité que nous puissions examiner cette question avec nos frères guinéens et dans un esprit de solidarité et de complémentarité pouvoir trouver des réponses. Je dois vous dire qu'à l'issue de l'audience que le président de la transition a bien voulu nous accorder, nous sortons extrêmement réconfortés par rapport à la place que le président Doumbouya accorde au Mali, mais aussi par rapport aux mesures qu'il a décidé immédiatement de mettre en place pour pouvoir satisfaire le Mali. Nous savons que la Guinée, elle aussi, fait face à des contraintes, mais l'engagement du président vis-à-vis du Mali et vis-à-vis du reste de l'Afrique ne s'encombre pas. Donc il a décidé que la Guinée fera en sorte que l'approvisionnement du Mali soit aussi assuré dans ce contexte particulier. Donc nous quittons Conakry très satisfaits. Sur un autre plan, le ministre du Développement rural, Modibo Keïta, a officiellement lancé les activités du projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO Mali. Ces deux projets contribueront à accroître les capacités
productive des entreprises a envie d'être plus compétitive sur les marchés internationaux. Le projet est financé par l'Union européenne à hauteur de 5 500 000 euros, soit plus de 3 milliards de francs CFA et durera 36 mois. Ces projets interviendront dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako. Le reportage de Mamoutou Dante. Les filières mangue, viande bétail, karité et horticole sont retenues dans le projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO, volet du Mali. Un projet dont l'objectif est le renforcement des capacités des services techniques. Les activités de ce projet devront permettre de booster les capacités productives des entreprises maliennes afin d'accroître leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux. Le PACAO Mali est financé par l'Union européenne à plus de 3 milliards de francs CFA. Bart Ouvry, ambassadeur de l'Union européenne au Mali. La mangue, qui est vraiment une des mangues internationalement reconnues, c'est une des meilleures au monde. Quand elle atteint le marché européen, et par exemple quand elle ne répond pas à des normes, quand il y a par exemple des mouches de fruits, ça peut amener au rejet de tout un conteneur. Donc en aidant les producteurs à mieux répondre aux normes techniques et de qualité, nous allons avoir une meilleure rentabilité et donc une meilleure compétitivité pour les produits maliens. Suleiman Bassolé, chef de projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, volet du Mali. C'est une grande opportunité pour les producteurs maliens. C'est une grande opportunité d'accès au marché régional. C'est une grande opportunité d'accès au marché international. C'est une grande opportunité de stimuler les acteurs pour pouvoir s'organiser. Pour une durée de 3 ans, ce projet vise à améliorer les qualités productives des entreprises dans les différentes filières et offrir plusieurs opportunités d'emploi à la jeunesse malienne. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Le programme PACAO contribuera à générer des opportunités d'emploi et à améliorer les revenus des acteurs de filières concernées. Ainsi, les actions du programme bénéficieront à 435 organisations structurées qui sont les suivantes. 303 coopératives de producteurs de filières karité, viande de bétail et mangue, 15 coopératives de transformation de filières karité, viande de bétail et mangue, 26 entreprises de transformation et 91 entreprises d'exportation. Le PACAO contribuera aussi au renforcement et à la création d'au moins 4 600 emplois directs sur les filières cibles. Le PACAO couvre les pays de la CEDEAO et la Mauritanie. Il intervient dans la région de Kayes, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako. La 3e session de l'année pastorale de la conférence épiscopale du Mali s'est ouverte hier. Au cours de cette session, les évêques se pencheront sur la vie de l'Église au Mali. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes était à l'ouverture. Le compte-rendu de Isaac Yenou. Les évêques du Mali sont réunis pour la 3e fois au cours de cette année pastorale. Encore un moment important pour les pères évêques de discuter de la vie de l'Église au Mali. Monseigneur Jonas Dabélé, président de la conférence épiscopale du Mali. En souhaitant à la communauté musulmane un bon temps de Ramadan, que ces moments de jeûne, de prière, de partage nous ouvrent vraiment nos cœurs à la dimension de la fraternité universelle. Et nous aussi, comme évêques, nous partageons les joies et les peines de notre peuple et prions le Seigneur, mais aussi nous nous engageons à demander aux Maliens et aux Maliennes d'avoir l'amour de ce pays. Il y a des responsables au niveau de la transition, mais à eux seuls, ils ne peuvent pas résoudre notre problème si chaque Malien, chaque Malienne ne s'engage pas en faveur de la paix. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a demandé aux évêques, au nom du gouvernement, de persévérer dans la prière pour le Mali. Mamadou Koné, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Vous êtes connus avec ça, les évêques du Mali, depuis la nuit des temps. Et vous êtes sur le même chemin et sur la même voie. Merci pour tout ce que vous entreprenez pour notre pays. Merci pour tout ce que vous donnez comme bonne conduite devant les autres. Cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako. Une fois que la personne humaine se situe par rapport au jugement de Dieu, ça va induire beaucoup sur notre comportement, notre manière de penser, notre manière de voir les choses et les décisions et les actions que nous posons. La communauté chrétienne vient de célébrer la fête de Pâques. C'est essentiellement la conviction dans le cœur des humains que le bien va toujours terrasser le mal. Et dans quelques jours aussi, après le temps de jeûne, nos frères musulmans vont
entrer dans cette même dynamique. Tous les sacrifices que l'on fait, tous les gestes que l'on va faire, c'est pour dire que nous décidons de tourner notre dos au mal pour nous tourner définitivement vers le bien, qui est notre destination finale. La conférence épiscopale du Mali a ensuite remis un lot de livres au ministre, livre intitulé « La force du silence ». Si le phénomène n'est pas nouveau, il devient de plus en plus fréquent chez les jeunes filles. Il s'agit du port du voile. D'un signe religieux à la piété ou encore à la soumission de la femme, le voile est différemment perçu dans notre société. Mais l'unanimité semble être faite autour de l'habillement décent de la femme comme recommandent les valeurs religieuses traditionnelles et sociétales. Pour en savoir davantage, une de nos équipes de reportage a mené l'enquête. C'est le dossier de cette édition signée Maïmouna Doumbouya. Même si l'habit ne fait pas le moine selon l'adage, le voile est devenu un train distinctif de Fatoumata Traoré. Âgée de 20 ans et mesurant près d'1,60 m, elle explique ce choix par son attachement à la religion musulmane. Je m'habille conformément à la recommandation de la religion musulmane, selon laquelle une femme doit couvrir son corps. Porter le voile n'est pas une question de mode pour moi. J'en ai régulièrement sur la tête, contrairement à certaines femmes qui ne portent le voile que pendant les prières du vendredi. Je conseille à mes sœurs à se voiler régulièrement, comme recommande le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Contrairement à Fatoumata Traoré, Nassiri Elvis Keïta se voile de façon occasionnelle. Et cette jeune fille de 24 ans l'assume totalement et rejette toute référence à l'islam. Nassiri Elvis Keïta. En général, vendredi des faits. Rarement je porte le voile. Je le porte seulement les vendredis et pendant le mois sacré du Ramadan. Je crois que chaque femme a un point de vue différent par rapport au port du voile. En tout cas, je n'ai pas encore pris la décision de me couvrir de façon régulière. Dans la société malienne, le voile est perçu comme un signe religieux, un reflet de la religion chez la femme. Ce comportement vestimentaire est fortement encouragé, comme nous le dit l'islam selon l'imam Ousmane Diarra. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que la femme puisse se couvrir afin d'être à l'abri de certaines tentations, afin que la femme puisse garder la pudeur et aussi avoir une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'islam prône l'habillement décent de la femme, la religion chrétienne en fait aussi une vertu cardinale, signe de la soumission et de la piété selon le curé Noël. L'Église enseigne que la femme s'habille de manière décente, l'habillement qui respecte sa dignité par rapport à la pudeur, vous le savez bien, même dans la société. On ne doit pas s'habiller n'importe comment, vous m'excusez du terme, pour ne pas choquer l'autre, pour ne pas extérioriser les parties qui ne doivent pas être vues par tout le monde. Au-delà de son aspect religieux, le port du voile est-il devenu aujourd'hui un phénomène de mode ou un geste circonstanciel? En tout cas, il n'est pas rare de voir les femmes se voiler, surtout lors des cérémonies funèbres. Ali Tunkara, sociologue. Quand on se réfère à la sociologie des religions, naturellement on se rend compte que le port du voile n'est pas quelque chose de circonstanciel, mais quelque chose qu'on doit le faire dans la durée. Mais c'est vrai, dans le contexte malien, on se rend compte qu'il y a une ruée vers le port du voile en des moments particuliers, lorsqu'on veut se rendre à des lieux de funérailles par exemple, lorsqu'on veut croiser ses beaux-parents, ou lorsque sommes-nous dans les mois de carême, le mois de Ramadan, naturellement, il y a plusieurs femmes qui portent de façon circonstancielle le voile sans forcément l'incorporer du point de vue théologique. Donc ces catégories de femmes, elles font l'objet à un port du voile opportuniste ou à un port circonstanciel du voile. Adama Dagnon est traditionnaliste. Selon nos us et coutumes, tu ne peux pas envier une femme qui ne t'appartient pas, même si elle venait à marcher nue devant toi. Et à l'époque, les gens y étaient préparés mentalement. Mais aujourd'hui, on a tendance à envier ce qu'on voit. Plus qu'un simple habit, le voile apporte un double avantage à la femme au plan religieux et social. C'est du moins la conviction de l'imam Ousmane Diarra.
D'abord, ça permet à la femme de garder sa féminité et de s'identifier là où elle se présente. Ça permet aussi de couvrir, de protéger le corps de la femme. Et ensuite, le voile, ça amène le respect. Et on sait que quand une femme se présente, une femme voilée, et très souvent, les gens accordent du respect à la personne. C'est une réponse à une recommandation divine. Et quand tu le fais avec foi, tu as une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le milieu des hommes, le port du voile par les femmes est différemment apprécié. Ali Badra Touré en est un fervent défenseur. Une fille qui se dit musulmane doit porter le voile de façon régulière. Selon l'islam, le port du voile n'apporte que du bien pour la femme dans la protection du corps notamment. Et ma femme adoptera ce comportement vestimentaire. Quant à Draman Soare, il laisse plutôt le libre choix à son épouse pour se décider. Comme je suis encore célibataire, mais personnellement, l'habillement de ma femme dépendra un peu de son choix, comme la religion. C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent quelque chose. Se voiler n'est pas une obligation, mais plutôt un choix. Et si elle se décidera de se voiler, alhamdulillah, dans le cas échéant aussi, c'est pas grave. Dans une société où l'unanimité se fait autour de l'habillement de la femme, le port du voile n'est-il pas un atout pour consolider cette valeur à la fois religieuse, traditionnelle et sociétale? Voilà le port du voile, un dossier signé Maïmouna Guindo. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. Des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait au moins 40 blessés ce vendredi matin sur l'esplanade des mosquées, foyer de tension dans le centre de Jérusalem, a annoncé le Croissant Rouge palestinien, précisant que les blessés avaient été transportés dans un hôpital local. Au moins 9 personnes ont été tuées dans 2 attentats à la bombe entre 2 minibus hier à Mazar-il-Sharif, a annoncé la police quelques jours seulement après un attentat meurtrier contre une mosquée chiite dans cette ville du nord de l'Afghanistan. Les cibles semblent être les passagers chiites, a déclaré le porte-parole de la police provinciale de Balkh, Asif Bouaziri, ajoutant que 13 personnes avaient été blessées dans les explosions. La page des sports, c'est tout de suite. Basketball, la deuxième journée de la première division se poursuit cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. En football, le championnat national féminin boucle ce vendredi sa 3e journée. Et entre-temps, chez les hommes, le championnat de Ligue 1 termine cet après-midi la 21e journée. Le résumé de l'actualité sportive est signé Isaac Thienou. On commence par le championnat national de Ligue 1 de football. La 21e journée prend fin cet après-midi. Ici à Bamako, au stade Modibo Keïta, le Djoliba affrontera Yéléo Olympique. Cette rencontre sera suivie du ISFAS USC Kita. Hier, la Somme a battu le Salman de Bamako par 1-0. À Bargouli, l'Est Bakadia a eu raison de RCBA 1-0. Le 7 Gourofla a perdu à domicile face à l'ASCO 0-2. L'Est Douane de Segasso et l'Est Salaf a battu un peu partout. En ouverture, l'US Boukouba a été battu par le COB 1-0 et c'est par ce même score de 1-0 que Black Sar a battu les 11 créateurs de Ignarela. Football féminin à présent. La 3e journée prend fin demain avec la rencontre AS Police ASL Banco sur le terrain de l'USFAS. Déjà hier, Tigres de Caille a été sans pitié des FC Tamba 6-0. L'USFAS a battu Tigres de Bougoni par 3-0. Les Sperlions ont gagné face à Centro UFC 2-1. Badea a été battu à domicile par l'AS Bomo de Sikazo 2-1. Et bien en ouverture, mercredi, l'AS Mandé a gagné face à Salama de Kati 4-0. Parlons de basketball. La 2e journée du championnat national de première division a commencé hier après-midi. Chez les hommes, Attack Club a battu la commune 6 95-62 et en dames, Attack Club a dominé Cataravansport 69-60. La compétition se poursuit cet après-midi. Chez les hommes, il y aura Mandé Tata de Sigasso, Police AS Real. Pour ce qui est des dames, les affiches sont ISFAS USM et Police AS Real. Par ailleurs, la Tunisie et le Ghana vont profiter de la large fenêtre de juin pour effectuer un stage de préparation en vue de la Coupe du Monde au Qatar. La fédération tunisienne a ainsi annoncé hier jeudi que les 2 sélections vont participer à un mini-tournoi au Japon du 7 au 14 juin prochain avec le pays hôte japonais et le Chili. Celui-ci se déroulera sous forme de match en élimination directe à élimination directe, demi-finale puis finale, match de classement.
En parallèle, les Aigles de Carthage affronteront en juin également la Guinée équatoriale et le Botswana dans les éliminatoires de la CAN 2023, tandis que le Ghana fera face à Madagascar puis à la Centrafrique. Chronique du développement. La chronique du développement du jour s'intéresse à la programmation de la campagne agricole 2022. Son plan a été adopté par le Conseil supérieur de l'agriculture lors de sa dernière réunion tenue ici à Bamako. Ainsi, le coût global de cette campagne s'élève à 456 milliards de francs CFA et les objectifs de production sont de plus de 10 millions de tonnes pour les céréales et 780 000 tonnes pour le coton-graine. Cette planification tient compte du contexte actuel marqué par l'insécurité, l'embargo et la guerre en Ukraine. La chronique du développement, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Le compte à rebours de la campagne agricole 2022-2023 a visiblement commencé au Mali. Le Conseil supérieur de l'agriculture, lors de sa séance du 12 avril, a validé le plan de cette campagne en déclinant ses ambitions chiffrées des productions céréalières et cotonnières. Oumar Tamboura est le directeur national de l'agriculture. Sur la base des enseignements que nous avons tirés pour la campagne 2021, sur la base aussi de la moyenne des statistiques que nous avons à notre disposition sur un certain nombre d'années, nous avons planifié les objectifs de production pour les céréales à 10 500 000 tonnes. Et pour le coton graine, en rapport avec la CMDT, les objectifs de production sont fixés à 780 000 tonnes de coton graine. Donc cette production céréalière qui est planifiée ainsi, si on arrive vraiment à avoir une bonne pluviométrie et faire en sorte que les mesures d'accompagnement nécessaires pour que les producteurs puissent avoir des semences de bonne qualité, des engrais de bonne qualité et l'application des bonnes pratiques agricoles, nous allons enregistrer une augmentation de 13% par rapport aux résultats de la campagne 2021 pour ce qui concerne les céréales. Les objectifs fixés, il reste à se donner les ressources pour les atteindre. À ce niveau, le gouvernement et ses partenaires s'activent afin d'y faire face. Ainsi, des moyens conséquents humains, matériels et financiers seront mobilisés à cet effet. Le Conseil supérieur de l'agriculture qui vient de se tenir à une des recommandations fortes, c'est le recrutement de nouveaux agents dans la fonction publique pour pouvoir mieux appuyer, donner l'appui conseil, encadrer les producteurs agricoles. Donc il est prévu de recruter 300 agents dans la fonction publique, toutes catégories confondues. Il est prévu aussi sur le plan financier d'élaborer une loi de programmation des investissements dans le secteur agricole. Donc l'objectif de cette loi, c'est d'accroître les investissements dans le secteur agricole. Aujourd'hui, la loi d'orientation a prévu cette disposition depuis en 2006. C'est une disposition vraiment salutaire pour le gouvernement de la transition d'élaborer cette loi de programmation des investissements, déjà qui sera bâtie sur le plan national d'investissement dans le secteur agricole qui est déjà bâti et qui est déjà disponible. Et il y aura aussi beaucoup d'activités qui sont prévues, notamment pour renforcer la transformation et la valorisation des produits agricoles à travers la création des agropoles. Il est prévu aussi de former les producteurs sur une nouvelle approche que nous avons appelée l'agriculture orientée vers le marché. En termes de matériel aussi, le gouvernement est dans une logique aussi de subventionner les équipements et matériels agricoles pour les producteurs. En termes de moyens financiers, le coût global de la campagne se chiffre à 456 milliards de francs CFA. Ce budget est réparti entre l'État, les exploitants agricoles et les partenaires techniques et financiers. À propos de la problématique de l'approvisionnement des producteurs en intrants agricoles, le directeur national de l'agriculture assure que tout sera mis en œuvre pour mettre à leur disposition les engrais à temps. Mais force est de reconnaître que l'embargo et la guerre en Ukraine vont beaucoup peser sur ce secteur. Oumar Tamboura, directeur national de l'agriculture. Au total, 47 fournisseurs ont été identifiés pour pouvoir mettre l'engrais subventionné à la disposition de nos producteurs sur le terrain. Et nous avons automatiquement, après ce travail, lancé une opération de vérification des stocks d'engrais au niveau de l'ensemble des régions administratives du Mali. C'est une mission conjointe Direction nationale de l'agriculture, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM, qui représente les producteurs, et la Direction des finances et du matériel, qui est actuellement sur le terrain pour évaluer les stocks physiques qui existent au niveau des fournisseurs. Avec l'embargo que nous connaissons, il y a beaucoup de difficultés pour pouvoir approvisionner notre pays en engrais. On a fait beaucoup de rencontres avec les fournisseurs
Ceux-ci nous ont posé le problème de blocage souvent de leur engrais au niveau de certains ports de la sous-région et solliciter encore l'appui du gouvernement pour que ces engrais qui sont au niveau des ports puissent être acheminés à temps et au niveau de nos producteurs. La subvention qui va être poursuivie, mais cette fois-ci, le prix de cession des engrais aux producteurs a été fixé à 12 500 francs le sac de 50 kilos. Et il y a aussi la guerre qui est actuellement au niveau du plus grand pays producteur d'intrants au niveau du monde, qui est la Russie et puis l'Ukraine. Donc avec cette guerre aussi, vraiment ça joue beaucoup sur l'approvisionnement vraiment des pays, dont le Mali, en engrais en provenant de ces pays-là. On a constaté de l'année dernière à cette année que les prix, par exemple, de l'engrais complexe a augmenté de plus de 155%. Et l'urée, plus de 378% par rapport au prix de l'année dernière. Et les prix continuent à grimper. À noter que pour bénéficier de l'engrais subventionné, les paysans doivent cultiver l'un des 6 produits agricoles conventionnés. Il s'agit du riz, du maïs, du mil, du sorgho, du blé et du coton. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Mise en onde de Mokhtar Touré, présentation Koji Sibi. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à préparer ce journal. Je vous souhaite de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.